Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au Mémorial de la Shoah pour ce premier rendez-vous en lien avec l'exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah. On a un peu de retard sur le début de la rencontre, donc on va dire juste un petit mot. Caroline François, vous êtes commissaire de l'exposition, responsable de l'exposition au Mémorial de la Shoah, de l'exposition temporaire, et également à vos côtés Didier Passamonique, commissaire aussi scientifique de l'exposition. Donc un petit mot avant de donner la parole à Olivier Delcroix qui préside cette séance avec nos invités. Bonsoir à tous. Effectivement, on est ravis de vous accueillir ce soir pour la première rencontre autour de l'exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah. On voulait que ce soit cette rencontre ce soir parce qu'il y a aussi un lien entre l'exposition, la bande dessinée d'Émile Bravo, les recherches qu'on a fait pour l'expo avec Christelle Pissavi-Vernou, avec Didier Passamonique, qui finalement maintenant amène à la bande dessinée Les Amis de Spirou. Donc il y a un lien, c'était important qu'on puisse en parler. L'exposition, vous l'avez sûrement découvert ou à découvrir au 3e étage jusqu'au 30 août, qui raconte les dessous, qui complète, qui rajoute à la bande dessinée d'Émile Bravo, et qu'on a eu le plaisir de faire avec Didier Passamonique. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis ravi de pouvoir revenir au Mémorial 5 ans après la grande exposition Shoah et bande dessinée, dont certains d'entre vous ont peut-être vu. Et surtout, je suis ravi du plateau qu'on a ce soir. Je vais pas Olivier Delcroix du Figaro, qui est un des plus grands spécialistes de BD en France, un critique de haut niveau, et puis on se connaît depuis très longtemps. Et oui, c'était un plaisir de faire ces recherches à la suite de Bertrand et Christelle Pissavi-Vernou qui ont fait un travail sur Spirou qui est absolument fondamental. C'est fou ce qu'on en sait sur Spirou depuis qu'ils ont travaillé sur le sujet. Et puis les deux auteurs qu'on a là, mais je vais pas t'enlever ton boulot, Olivier. Donc, bonne soirée, et puis allez voir l'expo si c'est pas encore fait, parce que c'est assez exceptionnel, je crois. Et le catalogue qui est en vente ce soir. Il fallait faire un peu de promo. Bon, mais je te laisse la parole, Olivier. Alors, donc, je vais avant tout vous dire que, effectivement, moi, je l'ai visité, l'expo. C'est bien pour ça que j'ai accepté d'animer ce débat, parce que je ne suis pas sorti de cette expo comme j'y étais entré. La première question, et de toute façon, c'est cette question-là qu'on va mettre sur le tapis d'emblée à propos d'une conférence à laquelle on mêle à la fois la Shoah, la Grande Guerre et un personnage de bande dessinée comme Spirou, c'est mais qu'est-ce que vient faire Spirou au milieu de cette tragédie, d'où est née l'idée et comment on peut orchestrer le plongeon d'un personnage imaginé en 1938 par Orwell au cœur de la Seconde Guerre mondiale et qu'il croise effectivement la destinée de millions de juifs et parle, en tout cas, soit le témoin de ça. Donc, avant tout, effectivement, on va essayer de répondre à cette question. Spirou et la Shoah, quels sont les liens ? Voilà. Et c'est pas évident au départ, ça c'est évident, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas sorti indemne de cette expo, c'est que Didier Passamonique et toute l'équipe a travaillé de façon très pédagogique, à la fois pour les jeunes et les moins jeunes, je dirais en paraphrasant Hergé, de 7 à 77 ans. Quand vous rentrez là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette frise de tous ces personnages de Spirou, ce groom du Moustique Hotel qui court vers ses aventures, et ensuite vous allez comprendre progressivement
ce qu'a fait Émile Bravo, ce que fait aussi d'une autre manière avec Les Amis de Spirou, qui est un album qui m'a beaucoup touché, Jean-David Morvan, justement avec Les Amis de Spirou, mais ça on va en parler plus tard, parce qu'effectivement on va progressivement zoomer vers le passé, on va faire, c'est Back to the Future, là, c'est retour vers le futur. Et puis ensuite, quand on sort de l'expo, on se dit, ah oui, c'était logique, ah oui, bien sûr, Spirou est un véhicule extraordinaire pour nous parler de tout ça. Et en plus, pour nous en parler de manière sereine et apaisée. Alors, maintenant, je vais présenter les invités. Je vais commencer par Christelle et Bertrand Pisavy-Hiverneau, qui effectivement, pour lesquels je voue un culte quelque part, parce que j'ai découvert toute la surface. Vous savez, le haut de l'iceberg, c'est Spirou, le magazine que reçoit mon fils et que je recevais quand j'étais plus... Bon, ok, très bien, super. Mais toute cette histoire d'un magazine né en 1938 dans une famille, les Dupuis, expliqué avec une enquête, avec une minutie, où finalement, tout d'un coup, vous faites œuvre d'historien, vous remontez à la surface, vous remettez à la lumière un personnage comme Jean Doisy, ce qui est extraordinaire, on va en parler aussi. Et donc voilà, donc, la véritable histoire de Spirou, 47-55, paru en 2016, la véritable histoire de Spirou, 37-46 en 2013, et puis le troisième, la véritable histoire des éditions Dupuis, apparaître sur le centenaire des éditions Dupuis. Donc voilà, Christelle et Bertrand Pisavy-Hiverneau. Ensuite... Christelle qui est Bertrand. On répondra à ça plus tard. On rentre juste dans la conférence. Alors, par contre, de ce côté-là, j'ai aussi Émile Bravo. Alors, Émile Bravo, là aussi, c'est quelqu'un de... Ah oui, tu utiliseras le micro pour dire ce genre de choses, c'est pas utile. Émile Bravo, on ne le présente plus, et en même temps, il faut toujours le présenter, parce qu'effectivement, c'est un des piliers de la nouvelle bande dessinée contemporaine. C'est quelqu'un dont j'apprécie le travail et que j'ai quasiment découvert au moment où j'étais passionné par la BD. C'est lui qui, avec Johann Sfar, avec Trondheim, avec Guibert ou David B, cofonde l'Atelier des Vosges dans les années 90. C'est lui aussi qui travaille pour Okapi. Alors je découvre les épatantes aventures de Jules avec lui. Et puis progressivement, on va quand même se rapprocher de 2008, où là tout d'un coup, il... resserre le spectre de sa création sur le personnage de Spirou, et il fait l'ingénu, le journal d'un ingénu. Alors là, un grand coup de matraque. Tout le monde est bluffé, parce que en réalité, on ne s'attend pas à ça. Et ce bouquin est formidable. Alors après, j'ai aussi regardé avec mes enfants, parce qu'il a imaginé la Bible en 2015 d'une magnifique série animée qui s'appelle Les Grandes Vacances, qui est un peu dans le droit fil du journal d'un ingénu. Et puis ensuite, évidemment, cette tétralogie formidable, L'espoir malgré tout, où il reprend le personnage de Spirou et il le plonge comme ça dans la Belgique des années de guerre. Et ce personnage va, avec Fantasio, avec Spip évidemment, vous raconter à hauteur d'enfant cette guerre, rencontrer Félix Nussbaum, un peintre avec une histoire singulière. Et c'est aussi tout le sel de cette expo dont Didier Passamonique a été commissaire. Et puis ensuite, nous allons parler de Jean-David Morvan. Alors Jean-David Morvan, en fait, au départ, a fait partie, parce que j'étais véritablement un fan de science-fiction, et forcément, quand dans les années 90, je découvre les éditions Zenda, Jean-David Morvan, qui a fait l'Institut Saint-Luc à Bruxelles quand même. Hein, oui, mais je l'ai fait pendant 3 mois, ça compte pas. Ouais, mais quand Après, même, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles pendant 15 jours aussi, mais on n'est pas obligé de le dire. Mais c'est quand même pas mal. L'Institut Saint-Luc, c'est évidemment, je sais pas, c'est quelque chose, c'est un point de repère pour tous les dessinateurs de BD, mais surtout, c'est un scénariste merveilleux. Et, ça, c'est vrai. N'est-ce pas, et son premier album, c'est Reflet perdu, Diable à 4, en 93. Je me souviens, illustré par Sylvain Savoyat. C'était chez Zenda. Et ça, je m'en souviendrai longtemps. Après, il a fait plein de séries. Alors là, j'en passe et des meilleurs. Il a même travaillé avec Jack Vance, avec le cycle de Chai. Ouais, en science-fiction. C'est pas mal. Navis. Sillage. Ouais. Sillage, voilà. Donc Sillage, c'est un space opéra extraordinaire. Et puis progressivement, il
il récupère là aussi, il se ressent sur Spirou, il remodernise Spirou avec Paris-sous-Seine. Disons qu'on a essayé, Murat. c'est pas l'avis de tout le monde. C'est pas l'avis de tout le monde, mais néanmoins, vous mettez un pied chez Dupuis avec Spirou, et puis effectivement avec Madeleine des Résistantes en 2021. Là, je tombe de ma chaise parce que c'est quand même une grande BD. C'est une œuvre majeure. Alors je vous encourage vraiment vivement à lire ça. C'est évidemment avec Dominique Bertaille, les mémoires de Madeleine Riffaut, qui a 97 ans, dont Jean-David Morvan va devenir un peu le confident quand même, je pense. Ouais, on peut dire ça. Moi, j'étais avec elle tout à l'heure. Elle habite derrière la place des Vosges. Il y a un rapport du coup de avec proximité. l'atelier des Vosges. Ouais, exactement. Exactement. Et puis le dernier ouvrage dont Jean-David Morvan peut s'enorgueillir, parce que je l'ai lu, il est formidable. Je ne sais pas s'il est encore paru. Ça dépend lequel. Ah, les Amis de Spirou, non, Oui. il sort le 20. Voilà. Ça c'est vraiment très très. Eh bien alors, précipitez-vous, parce qu'il est vachement bien. Voilà. Oui, et prix Goscinny, oui. Didier me rappelle qu'il est prix Goscinny, ce qui n'est pas rien. Bon, puis alors, voilà. Donc, deux Pas de prix la Goscinny. Voilà, hein, les 20 hochets pour la gloire. Vous avez vu ça un peu, ça brille. Enfin voilà, toujours est-il que on peut commencer maintenant, je dirais, à répondre aux questions. Et notamment peut-être effectivement par cette première question, et je m'adresse à toi, Émile Bravo, effectivement, quel rapport peut-on établir entre un personnage de fiction créé en 1938 qui s'appelle Spirou et ce drame traversé par l'humanité de 1939 et 1945. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Oh là là, mon Dieu. Non, en fait, comment dire, pour résumer, parce que évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais en fait, de manière très simple, c'est un personnage qui est créé en 1938, et en 1938, à sa création, c'est un enfant. Si vous voyez en fait les premiers personnages qu'on voit en fait, dans le journal de Spirou, enfin le premier personnage de Spirou, c'est un enfant. Et ensuite, quand apparaît un des premiers albums, sous la plume de Franquin, on a un autre personnage qui est déjà un jeune garçon, qui a une conscience, qui part à l'aventure, qui n'est plus le groom, alors que celui qui est créé en 1938 est un petit gamin un peu qui travaille comme groupe dans un hôtel et un petit peu inconséquent, voilà, bon, des petits gags. Et on se dit, il s'est passé quelque chose, c'est le même personnage, il s'est passé quelque chose, il y a eu cette conscience, je sais pas, cette espèce il est un apprentissage du libre arbitre, voilà, alors qu'il était au départ juste un enfant, il était, comme je dis souvent, enfin au niveau zéro socialement, enfin genre un enfant exploité quelque part dans un hôtel, enfin on peut imaginer en fait ce travail de gamin où il est vraiment au service des gens, très voilà quoi, enfin un travail enfin vraiment il est une sorte de valet, quoi. Et voilà, puis après, il est complètement émancipé. Et on se dit, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, entre 38 et la fin des années 40, voilà, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, finalement, j'ai absolument rien inventé. J'ai pas plongé Spirou dans la Seconde Guerre mondiale. Je lui ai fait... j'ai raconté en fait cette période qu'il a passée en fait, en me disant évidemment il y a eu une prise de conscience et comme malheureusement souvent ce qui se passe dans l'humanité où j'ai beaucoup d'humains en fait, on a besoin de gros traumatismes pour prendre conscience en fait de notre condition et de ce qui se passe et de qui nous sommes. Donc je me suis dit voilà, c'est peut-être ça qui est intéressant à raconter. Et évidemment quand on est un garçon sensible, bon, c'est là où je projette sur moi quand j'étais gamin. Moi, quand on est un garçon sensible, on passe cette épreuve, on se rend compte de ce qui s'est passé. Fatalement, ça crée un choc et c'est cette prise de conscience dont j'avais envie de parler. Donc, en fait, celle de la Shoah au travers, en fait, pas gratuitement non plus, parce qu'il est entouré en fait de personnages qui sont en fait, qui sont oppressés, qui sont persécutés. Et c'est ça en fait j'ai voulu faire une histoire plausible, en fait, en gros. J'ai quelque chose, on se dit souvent qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette époque-là. J'ai pas voulu faire de Spirou un super résistant. En tout cas, Spirou c'est un exemple pour la jeunesse. Donc par exemple, je pouvais pas lui faire prendre les armes parce que Spirou ne peut pas tuer. Mais à côté de ça, c'est expliquer, développer son humanisme au travers de ses rencontres en fait. Et c'est là où en fait interviennent
ben voilà, des personnages comme, alors déjà dans le premier épisode, il a une petite amie qui l'éveille au monde, qui il se trouve et dont la mère est juive, donc elle est juive elle aussi. Et après, par la rencontre en fait de Félix Nussbaum et Elka Platek, voilà. Bon, voilà, ça a été une construction parce qu'évidemment, c'était pas simple de raconter la Shoah au travers d'un personnage comme Spirou. Il a fallu vraiment que je tombe sur ce peintre parce que je vous avoue que je le connaissais pas avant. Et justement, je trouve ça terrible je voudrais maintenant que tout le monde le connaisse et voilà quoi. Et donc, allez voir l'expo, parce qu'effectivement, il y a des toiles de Félix Nussbaum et de Elka Platek qui sont exposées, que vous avez fait venir du musée allemand de... Oui, pas moi personnellement. C'est Caroline. Mais c'est un peintre, donc c'est quelqu'un, comme Felka d'ailleurs aussi, ce sont des gens d'image. Et donc, voilà, je pouvais raconter un petit peu... c'est-à-dire qu'ils ont vécu, ils l'ont peint, surtout Félix Nussbaum, il a peint son angoisse qui est allé crescendo en fait, et c'est là où en fait on comprend une époque au travers de la peinture, et ça c'est très fort. Donc au travers de mes images à moi, je pouvais reproduire en fait ces tableaux, même si évidemment ça n'a rien à voir, il faut aller voir les tableaux, les originaux bien entendu, mais là déjà s'il y a une telle expression là-dedans de ce qu'a été cette époque et de ce qu'a été son angoisse que il n'y avait plus rien à dire. Au travers de ce personnage, vraiment, en fait, on pouvait vraiment comprendre ce qu'a été cette horreur. Et moi, c'est vrai que je l'ai découvert avec son tableau final, en fait, qui est le Triomphe de la mort. Et alors que je cherchais à parler, en fait, de la Shoah. Et en fait, il y a tout dans ce tableau. Et je me suis dit, voilà, il faut que ça se termine comme ça. Et créer surtout aussi un choc. Parce que moi, quand j'ai vu ce tableau, ça m'a vraiment impacté. Et je me suis dit, on va essayer d'en parler de manière à créer ce choc aussi. On s'apercevant, je spoil pour ceux qui n'ont pas lu, mais on dit vulgache. Oui, on dit vulgache, pardon. C'est de s'apercevoir qu'en fait, à la fin, ces personnages en fait disparaissent, mais que c'est pas moi en tant qu'auteur qui les ai éliminés, sinon en fait notre monde à nous. Et c'est là où en fait ça peut faire prendre conscience de notre condition là aussi et de ce qu'on est capable de faire aussi. Voilà, c'est pas drôle. Hein. Non, mais alors justement, moi je vais rebondir là-dessus en disant qu'effectivement, ce n'est peut-être pas drôle, mais en réalité, ça l'est. La lecture de cette tétralogie, L'espoir malgré tout, est une lecture, en tout cas pour les enfants, qui passe très bien. Et c'est aussi l'avantage de cette expo, c'est qu'effectivement, elle est un trait d'union entre ce dessin formidable qu'on voit là, qui est celui d'Émile Bravo, qui est d'un dessin à la fois simple, semi-réaliste, et en même temps qui est extrêmement bienveillant et qui est un véhicule parfait pour nous parler de choses terribles. Et c'est ça aussi, c'est cette légèreté, ce trait, cette vibrance dans la narration de cette aventure qui font que cette tétralogie ne rebute pas les enfants. Et en même temps, nous, les adultes, on peut aussi s'y plonger avec délice en suivant les cases. Oui, c'est fait pour être partagé en famille, c'est fait pour poser des questions surtout, et voilà, prendre conscience de ce qui s'est passé, parce que comme je disais la première fois là où j'ai fait mon petit speech ici, en fait, tous les témoins de cette époque disparaissent. Là, tu travailles avec Madeleine, il n'a pas été. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que tous ces témoins disparaissent, et que je sais pas si on arrive à. Moi, c'était ça un petit peu mon idée en fait. Évidemment, c'était parler de cette époque, mais vraiment essayer d'en parler de manière objective, dans le sens, comme je disais, le quotidien, quoi. C'est le quotidien qui m'intéressait, et si au travers de ça, en fait, montrer un petit peu vraiment, ce choc qu'a été en fait, la catastrophe. Et si on arrive à faire passer ça aux enfants aujourd'hui au travers d'un personnage aussi populaire que Spirou. Voilà quoi, comme je disais, j'avais dit le job est fait. Mais c'est vraiment ça quoi en fait. Je vais rebondir sur l'expo aussi, parce que l'expo ne nous parle pas uniquement de la bande dessinée, mais elle recontextualise toute une époque, et notamment le journal de Spirou. Et le journal de Spirou, né à peu près à cette époque-là, il est né en 1938. C'est un journal au départ de bande dessinée, un illustré. C'est là que je vais me tourner vers vous. Et vous deux, la question que je vous pose, c'est qu'effectivement,
ce que je ne savais pas, ce que j'ignorais complètement, c'est que même le journal de Spirou, à travers les Amis de Spirou et à travers un rédacteur en chef comme Jean Doisy, a aussi été résistant. Et ça, c'est quand même une sacrée découverte. En tout cas, c'est une remise en lumière. C'est pas une remise en lumière, c'est une vraie découverte. Et quand on a découvert ça, justement, on était vraiment stupéfaits. On n'a pas découvert ça en une seule fois, ça a été un long travail. Et c'est vrai que... je perds mes idées. Mais l'action de Jean Doisy, qui donc était le rédacteur en chef du journal de Spirou. C'est le premier rédacteur en chef, Oui, c'est ça, hein. Tout à fait, en 1938. Il était simultanément un homme très engagé politiquement du côté communiste. Mais depuis le début des années 30, il était dans diverses organisations antifascistes pour aider justement les réfugiés espagnols, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un de très engagé. Et dès l'invasion allemande, il est entré en résistance. Il a intégré le Front de l'Indépendance. Il était au sein de l'état-major. Il était chargé du recrutement des résistants, entre autres. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que quand on lit ses textes dans le journal de Spirou, ses éditos, la façon dont il s'adresse aux enfants, la façon dont il utilise le code d'honneur qu'il avait inventé, qui était un code d'honneur qui transmettait des valeurs, et il s'en est servi comme pas une arme, mais un outil pour justement maintenir les enfants, ne pas qu'ils ne tombent pas dans le côté rexiste, le côté fasciste de cette époque. Et la question qu'on peut se poser, c'est que c'était un excellent recruteur au sein de la Résistance, et dans quelle mesure il n'a pas utilisé les lecteurs du journal de Spirou pour recruter, là encore, des résistants. C'est le point de départ, justement, des Amis de Spirou, la bande dessinée de David et Jean David, parce que après-guerre, il écrit un texte que je trouve bouleversant, dans lequel il se penche sur 2 tombes d'enfants, 2 tombes de lecteurs du journal de Spirou, qui sont entrés en résistance et qui sont décédés à 17 et 18 ans. Et il dit toute sa culpabilité. Donc, culpabilité, mais en même temps, je pense que c'était compliqué pour lui dans sa tête, parce qu'il savait que c'était un devoir. Il avait compris que ces enfants-là savaient que c'était aussi un devoir, un vrai engagement. Ils étaient jeunes, pleins de fougue et inconséquents. Il y en a un des 2, d'ailleurs, qui est mort de façon stupide. Mais en C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, dans le village où il était, il y avait des Allemands qui étaient des fuyards. C'était en septembre 1944, je crois. Et avec un copain, il a décidé d'aller les débusquer. Et il mesurait 2,2 mètres. Et le problème, c'est que le fuyard a entendu du bruit, s'est retourné, a tiré à l'aveugle. Mais comme il faisait 2,2 mètres, eh bien, il a pris une rafale en pleine tête. Voilà. Donc, ça ne lui a pas apporté chance. Mais donc, Jean Doisy raconte à quel point il est dans le tourment, absolument dans le tourment d'avoir embarqué ses lecteurs dans cette guerre-là. En même temps, il savait que c'était le devoir. Ouais, une fierté. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, à assumer. Mais donc voilà, ses Amis de Spirou, qui était le club des lecteurs avec lesquels il entretenait un lien très étroit, pour dire à quel point ça avait de l'influence sur le recrutement. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur les Amis de Spirou. Alors attends, je termine le truc, c'est que en 1940, donc à l'invasion allemande, ils sont, je crois, 6 000, et à la fin de la guerre, ils sont 60 000. Donc il s'adresse chaque semaine à 60 000 lecteurs. C'est pas rien. Donc il a une aura telle que il réussit à les embarquer. Oui, il faut se rendre compte que le club des Amis de Spirou, en fait, c'est un mouvement de jeunesse initié donc par Jean Doisy, mais je pense qu'il a été dépassé par son succès et puis par la période finalement qui a créé ce succès, si j'ose dire. Chaque semaine, il animait une rubrique donc qui s'appelait Le Furteur vous dira,
dans laquelle les jeunes lecteurs s'adressaient à lui, lui posaient des questions de tous ordres, des questions d'ordre moral, des questions d'ordre ludique, enfin toutes sortes de choses. Et donc c'était comme une espèce de maître à penser, Jean Doisy. Et finalement, il s'est retrouvé, moi je pense sans l'avoir vu venir, à la tête d'une petite armée de combattants miniatures, enfin de futurs résistants. Et il faut aussi savoir qu'en Belgique, à cette époque-là, les mouvements de jeunesse sont les seuls mouvements, enfin les seuls rassemblements autorisés. Donc c'est presque une bénédiction, enfin de se dire. Je pense que tout ça n'a pas été évidemment prémédité, hein, mais Jean Doisy a vraiment orchestré ce truc et s'est servi donc du club des Amis de Spirou pour fédérer tous ces jeunes autour de lui. Christelle veut reprendre la parole, oui. Oui, mais pour revenir à votre question de départ, c'est vrai que ça n'a pas été le seul acte de résistance du journal de Spirou et des éditions Dupuis, parce que simultanément, Jean Doisy aidait la famille Dupuis, c'est-à-dire Paul Dupuis, Charles et René Matthews, à jouer un petit peu au chat et à la souris avec l'occupant, parce que c'était une imprimerie qui avait une forte capacité d'impression, qui avait 3 revues traduites, distribuées en Belgique francophone et néerlandaise. Donc, avec ça, les Allemands se disaient que c'était un outil de propagande sur lequel ils voulaient mettre la main. Donc, la famille Dupuis a dit non. Ils ont interrompu la publication d'un de leurs 3 journaux. Et il restait donc plus que le journal de Spirou et la revue Bonne Soirée. Donc la revue de Bonne Soirée, c'était inoffensif, il y avait vraiment pas, c'était pas un outil intéressant, mais restait le journal de Spirou. Et Doisy a donc aidé les éditions Dupuis à pouvoir publier le plus longtemps possible et à ne pas être sous séquestre allemand. Une question, on a une autre pour Jean-David Morvan, justement, en lisant Les Amis de Spirou. Un ami de Spirou est franc et droit. Comment on s'y prend pour replonger dans l'époque et raconter ce morceau d'histoire qui est quand même à la fois assez tragique et en même temps plein de fougue et de courage? Mais en fait, il faut que je remonte un peu plus longtemps parce que quand j'ai commencé cette vie-là, quand on parlait de passage de la science-fiction à l'histoire, de ma vie de scénariste, en fait, ça a commencé ici, au Mémorial de la Shoah, parce que j'étais venu voir, j'étais à la MEP, j'avais vu une expo et j'ai vu à la MEP qu'il y avait une exposition sur les ghettos qui était extraordinaire, vraiment, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je suis venu voir cette expo. Elle m'a marqué durablement à tel point que je voulais raconter ça. C'est parce que le mot ghetto, il me vient d'une chanson de Bernard Lavilliers que j'écoutais quand j'étais gamin. Bon, bref, c'est un long parcours, en fait. La bande dessinée, c'est les mots qui emmènent d'autres choses. Donc, et ça m'avait vraiment marqué. Et je voulais raconter absolument une histoire là-dessus, mais j'avais pas de porte d'entrée. Et donc, 2 ans après, je suis tombé sur l'histoire d'une dame qui s'appelle Irena Sendlerova, qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Et je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Et d'habitude, je racontais ce genre d'histoire en science-fiction, en heroic fantasy, c'est-à-dire je la transférais dans des autres univers. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais vraiment raconter l'histoire de cette dame. Et donc, tout est né comme ça. Et donc, cette manière de raconter à la fois aussi à des enfants et à des adultes, d'essayer de mélanger les deux et de raconter des choses réelles et en même temps de les amener d'une autre manière, ça vient vraiment du Mémorial de la Shoah et du choc, en fait, très exactement, qui m'est venu en voyant les photos d'Hugo Jäger, qui est un grand photographe, mais du mauvais côté, photographe officiel d'Hitler, qui allait prendre en photo le ghetto et qui demandait aux gens de sourire. On le voyait ça dans l'exposition. Ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, il y a quelque chose à raconter là dans le cynisme ultime, etc. Donc voilà, j'ai cherché ça avec David Évrard. On a fait Irena, on a fait 5 tomes. Et puis maintenant, on travaille sur Simone Lagrange, qui est aussi une grande bonne femme, si on va l'appeler comme ça. Et puis sur Les Amis de Spirou, grâce à Christelle, qui m'a parlé de Jean Doisy. Et en fait, tout est né du texte de Jean Doisy sur ses enfants morts. Alors nous, on l'a mis dans un cimetière, on n'a pas fait comme s'il écrivait, on l'a emmené au cimetière, là où il y a les 2 tombes, et on commence à raconter cette histoire qui part d'un fait réel, mais qui sera aussi un peu évidemment fictif, puisque ces enfants n'ont pas vraiment existé, ce ne sera pas la vraie vie des enfants, de ces enfants-là. Mais voilà, ça me semblait fort de à la fois mélanger
de faire une bande dessinée sur des enfants un peu dans l'esprit de ce qu'était Spirou au tout début, le journal de Spirou et les aventures de Spirou. On a Poil Dur dedans, qui est un personnage du tout début de Franquin dans Spirou, etc. Et en même temps avoir le contrepoint de Jean Doisy qui raconte ce texte et qui est à la fois triste et fier d'avoir emmené ses enfants dans la résistance. En travaillant avec Madeleine Riffaut, elle me dit les résistants les plus courageux à Paris, elle était dans la résistance parisienne, c'était les lycéens. Parce que dès qu'on grandissait, les étudiants, ils avaient déjà un peu plus peur, ils n'osaient pas tuer les Allemands. Les lycéens, ils étaient beaucoup plus fous, quoi. Et donc c'est cette histoire-là, voilà, qu'on essaye de raconter en mélangeant deux tons complètement différents et qui est un peu compliqué, mais ça sert à rien de faire des BD si c'est pas compliqué. Enfin, voilà. Il y a une chose que je voudrais aussi qu'on explore avec Émile Bravo, et ça me vient de cette expo que j'ai vue, le souci de documentation. Ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué Didier Passamonique. C'est ce qui a déclenché son envie de faire l'expo. J'aimerais bien qu'on en reparle justement par rapport à l'espoir malgré tout. Parce qu'effectivement, tu as eu beaucoup d'intuitions qui se sont révélées vraies. Oui, paraît-il. Mais en fait, ce souci-là, je l'ai toujours eu. En fait, je sais pas. Enfin, depuis tout petit, en fait, j'ai besoin, en fait, quand je replace quelque chose dans une époque, je veux savoir exactement ce qui s'y passait. Et voilà. Et non, mais c'est un truc un petit peu de maniaque. Mais je sais pas. Et surtout quand on parle de ces thèmes-là, moi, je trouve qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et je sais pas, le moindre détail, il faut que ce soit juste. Il faut bien montrer qu'on domine son sujet, quoi, avant tout. Et voilà, parce qu'en fait, pour la plupart des gens, quand ils parlent de l'occupation, ils pensent que voilà, les Allemands sont arrivés, paf. Et en fait, non, l'occupation de 40 n'est pas la même que celle de 44. Voilà, et tout ça, il faut montrer un petit peu ce qui se passe. Et derrière ça, il y a les moyens qui ont été mis pour, aussi bien, pour montrer en fait que il y a beaucoup de décrets qui passent comme ça, peu à peu. Ça s'est fait doucement, et c'est ce côté un petit peu sournois qu'on a envie de montrer, de dénoncer, quoi. Et c'est justement ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à travers le monde, on se dit c'est pareil, les choses, les dictatures s'installent sournoisement, en fait, peu à peu. Et voilà, ça s'est passé aussi au niveau de l'occupation. Et pour ça, faut se documenter. Moi, je dis souvent que j'ai utilisé un journal, quoi, le journal de Paul Stroy. Bien dit, qui est en fait un journal qui a été écrit vraiment à l'époque, donc en fait, voilà, il parle c'était un juriste en fait qui a fait un travail de sociologue, et tous les 6 mois, il faisait un rapport sur ce qui se passait en Belgique. Et en fait, il se trouve que c'était écrit sous la forme d'un journal, mais en fait, c'était un rapport qu'il envoyait, c'était des rapports qu'il envoyait tous les 6 mois au gouvernement en exil à Londres, gouvernement belge en exil à Londres. Et quand on lit ça, là, vraiment, on est plongé sur une époque. Vraiment, on est plongé quand on lit ce qui se passe dans les années 40, les premiers mois de l'occupation. Et voilà, on est dedans et on voit bien l'esprit et on comprend bien que, que les Belges, par exemple, comme la plupart des gens en Europe occupés, pensaient que les Allemands allaient gagner la guerre, tout de suite, il fallait voir les choses autrement, que l'esprit de résistance, il n'est pas arrivé comme ça tout de suite. Il y a eu des gens, en fait, qui avaient une conscience politique, en gros, qui étaient informés et qui avaient bien pris conscience de ce qu'était le nazisme, mais finalement, pour la plupart des gens, ça les dépassait complètement. Ce qu'ils voyaient au travers, en fait, des Allemands, c'était pas des nazis, c'était les Boches. Il y avait cette idée nationale, toujours encore cette grande guerre qui occupait tous les esprits et qui occultait vraiment ce qui a été, en fait, ce qui est terrible dans le nazisme, mais parce que moi je pense que c'est pas évident à comprendre non plus, quoi, tellement c'est fou comme truc. Mais faut en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est de me replacer dans le contexte pour bien comprendre la mentalité, en fait, de chaque année, de chaque mois même, en fait. Et ça, je trouvais ça intéressant pour montrer, en fait, une évolution. Et quand on me donne 330 pages pour raconter une histoire, on peut effectivement faire évoluer ces personnages. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, évidemment,
je me suis beaucoup documenté, mais c'est pas non plus, j'ai pas envie de, c'est pas un étalage voilà, de culture. Je suis pas là à dire à chaque fois, oh, je sais que, voilà, je sais même comment quel véhicule utilise peut-être l'armée allemande à ce moment-là. Non, c'est pas ça du tout. C'est, en fait, faut le digérer. Et tout ça, ça crée une ambiance, en fait, générale. Mais tout est dans le détail. Je disais aussi que je me suis beaucoup servi, en fait, des tableaux de Nussbaum, justement, pour montrer chronologiquement ce qui se passe, en fait, que c'est de plus en plus dur, que tout est lié. Donc là aussi, il faut savoir à quel moment ça a été peint, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette époque, pourquoi il a peint ça à cette époque. Et ça, c'est en ça que je me suis surtout documenté, en fait. C'est plus psychologiquement, en fait. Mais après, même les petits détails m'intéressent. Mais ça, c'est un truc de malade mental. Oui, mais ça, c'est très important, ça, par exemple, de savoir que jusqu'en avril 43, les trains qui partaient à Auschwitz de Malines, c'était des voitures de voyageurs, en fait. Ça n'a pas été le cas ici, mais ça veut dire quelque chose aussi. Vous voyez, dans ce côté, on occulte, et au bout d'un moment, paf, après Stalingrad, c'est fini, allez, on y va directement. Et de toute façon, on est en train de perdre la guerre, donc il faut exterminer. Et là, on prend plus de gants. Et ça, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ça fait comprendre beaucoup de choses sur ce qu'a été le nazisme et cette occupation, enfin cette folie. C'est sur des petits détails comme ça que c'est intéressant. Je voudrais bien revenir sur, justement, le mot a été prononcé, à Auschwitz, et à Jean Doisy, il a un rôle à jouer à ce moment-là, avec un certain rapport. J'aimerais bien que Christelle, vous m'en parliez, ou Bertrand. Oui, en fait, comme il était recruteur pour le compte du Front de l'Indépendance, un jour, on lui a demandé de recruter un espion qui, pour aller à Auschwitz, parce qu'il y avait des rumeurs sur l'extermination, et il fallait vraiment attester de ça. Il fallait que quelqu'un puisse voir vraiment ce qui s'y passait. Et donc, on ne sait pas comment, mais il a recruté Victor Martin. Voilà, et qui est allé là-bas, qui a risqué sa vie. C'était un sociologue. Et il s'est fait arrêter 2 fois, je crois. Enfin, il a vraiment risqué sa vie. Jean Doisy était le recruteur, et en même temps, on pense que c'est lui qui a organisé sa mission là-bas. Voilà. Mais en tant que recruteur, justement, il a aussi recruté Victor Martin, qui a écrit le rapport Martin, qui a été ensuite envoyé à Londres sur la véracité de ce qui se passait à Auschwitz. Mais il a aussi recruté. Parce que voilà, il y avait des doutes, parce qu'on pensait que c'était juste un camp de prisonniers. Oui, c'est ça. Et là, après, il y avait. Et là, après Victor Martin, on est sûr. Là, je ne saurais pas dire. Je préférerais que ce soit des vrais historiens qui se prononcent, parce qu'il semblerait que plusieurs y soient allés. Donc, il y a eu plusieurs rapports et tous montraient la même chose. Donc là, je ne voudrais pas m'avancer. Je suis spécialiste de Jean Doisy spécifiquement. Mais donc, à son poste de recruteur, il a aussi recruté Suzanne Munz, qui, elle, faisait partie du comité de défense des Juifs. Et sur les 2000 qui ont été sauvés par ce petit groupe de femmes chargées de cacher des enfants, elle en a sauvé 600. Et là, on arrive au théâtre du Farfadet. Voilà, alors c'est quoi que Émile a repris. Et je passerai la parole ensuite à. Je vais laisser la parole à Bertrand. Voilà, mais c'est des choses, en fait, toute cette histoire, nous, on l'a déroulée en même temps qu'on l'a découverte. C'est vraiment sans aucune préméditation, encore une fois. Il y a un moment, finalement, je crois que c'était en 1942, le début du théâtre du Farfadet. Le journal de Spirou est interrompu et est interdit par l'occupant, enfin quelques mois avant, et se pose la question de la pérennité de ce journal, parce qu'il est en plein essor, c'est un journal tout récent, et on se pose le problème de qu'est-ce qu'on va faire, en fait, de ce personnage, de ce journal, pour essayer de le faire vivre dans la mémoire des gamins. Parce qu'il y avait d'autres journaux, d'autres illustrés. Oui, il y avait d'autres illustrés, et lui, Spirou,
Spirou, je vous dis, c'était pas le plus grand succès. Il était, une précision importante, il était diffusé qu'en Belgique à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc les Allemands interdisent le journal de Spirou pour cette histoire justement de refus de travailler main dans la main, entre guillemets. D'éditer, d'imprimer le journal de propagande Signal. Donc c'est très clair, quoi. Rapidement, les Dupuis, la famille Dupuis, refuse en fait de collaborer avec l'occupant et d'imprimer Signal. D'où interdiction du journal. Et par un hasard, j'imagine, c'est un peu compliqué à savoir, il est amené dans le cadre de ces missions de recrutement pour le Front de l'Indépendance, à rencontrer cette dame dont Christelle parlait tout à l'heure, Suzanne Moons, qui s'appelle Madame Brigitte dans la clandestinité, pour lui proposer de travailler pour l'organisation et d'aller placer des enfants dans les familles à droite et à gauche, dans toute la Belgique en fait. Et c'est un truc d'espionnage incroyable. En fait. Oui. Et puis une femme, qui faisait, certes, elle faisait partie d'une association anti-racisme. Il me semble. Donc, c'était pas tout ça, c'est du double jeu, quoi. Tout ça, c'est du double jeu. Tout ça, c'est. Donc, il la recrute. Voilà, c'est ça. C'est souterrain, c'est derrière le rideau, quoi. Oui. Il la recrute et je crois que c'est une fois qu'il est dans son appartement, il tombe sur. Elle a son jeune fils qui a 19 ans, qui est dans un coin de la pièce en train d'animer des petites marionnettes, de les fabriquer, je sais pas. Enfin. Il sympathise avec lui, il lui pose des questions sur son travail et de fil en aiguille, il lui vient une idée assez fabuleuse de dire mais voilà la solution pour la pérennité de Spirou, c'est d'utiliser le personnage sous forme d'un théâtre de marionnettes, c'est-à-dire qu'on va balader de ville en ville. Voilà. Et voilà, et du coup, effectivement, petit scoop, en tout cas qui se trouve également. Mais alors, on va terminer l'histoire parce qu'en fait, il se dit pas, c'est pas seulement l'intérêt de Spirou, ce petit théâtre de marionnettes, c'est qu'il se dit que simultanément, ce théâtre itinérant, c'est une super couverture pour les résistants qui doivent sillonner la Belgique. Donc, sous couvert d'avoir une mission pour trouver des spectacles, les résistants, dont Madame Brigitte, vont de Liège à Namur, à Bruxelles, Mons, etc., sans être inquiétés. Alors, il faut savoir que tout ça se passe dans le réseau des patronages en Belgique. Là, on a oublié de préciser que la maison Dupuis est une maison très catholique. Très catholique. Et le journal est notamment diffusé dans le réseau paroissial, dans les patronages. Donc, il y a effectivement ces démarchages commerciaux pour le théâtre du Farfadet permet d'aller dans toutes les paroisses du royaume. Alors, on va regarder le film. Oui, allez-y. Le petit film qu'on va vous présenter, là, ça a été tourné, je pense, en 1943, et c'est une représentation du théâtre du Farfadet. Ça se passe à Marcinelle, lieu berceau des éditions Dupuis. Donc, vous voyez ici les enfants qui s'impatientent. Et après, le rideau s'ouvre. C'est un film unique, absolument unique. C'est un document d'archives très, très fort. Vous allez voir. Et comment vous l'avez trouvé, d'ailleurs ? On était chez un des fils de Paul Dupuis qui nous montrait sa caisse d'archives. Et il y avait une bobine où il y avait une étiquette et écrit « Théâtre du Farfadet, sans intérêt », sauf pour des historiens. Et là, on n'en croyait pas nos yeux. Et donc voilà Spirou. Voilà Spirou, oui. La qualité n'est pas bonne, mais on n'a pas pu faire mieux. C'est déjà merveilleux qu'il existe. Les enfants applaudissaient. Et le rideau se referme. En fait, Spirou, pendant ses représentations, était une espèce de monsieur loyal. Il faisait des petits sketchs.
je ne sais pas combien de temps ça durait, mais il introduisait le grand spectacle qui, lui, était écrit par André Moons, le marionnettiste. Le mari de Suzanne Moons. Voilà, le fils de Suzanne Moons. Ah, pardon, le fils, oui. Non, pas les grands spectacles. Et voilà, donc et ils ont sillonné vraiment toute la Belgique. Et ils ont permis, en fait, de sauver comme ça à peu près 600... Bah oui, mais ça, c'est ce que Suzanne Moons a caché. Mais il n'y avait pas qu'elle qui sillonnait la Belgique avec des laissez-passer pour le Farfadet. Ils étaient vraiment beaucoup je pense, à en bénéficier. On n'a pas de chiffres exacts. C'est vraiment d'ailleurs une information sur laquelle on est tombé totalement par hasard. C'est-à-dire c'est une interview d'une amie résistante de Jean Doisy qu'elle a donnée dans les années 90, je crois, à José Gotovitch, historien belge de l'histoire du Parti communiste belge. Et dans cette interview, de façon totalement surprenante, elle parle de Jean Doisy et elle dit que grâce à lui, elle a pu sillonner la Belgique parce qu'il lui procurait, comme à d'autres résistants, des Ausweis. Si on n'avait pas eu cette interview-là, jamais on n'aurait pu imaginer que le théâtre du Farfadet était une couverture pour les résistants. C'est incroyable, ça. Elle était chargée, Suzanne Moons était aussi chargée de démarcher dans les couvents. Dans les couvents pour aller trouver des lieux de placement. Il y avait c'est ça. Pas uniquement les familles, il y avait aussi les institutions religieuses. Jean-David, effectivement, dans Les Amis de Spirou, Jean Doisy intervient. J'aimerais bien qu'on en fasse le portrait, et que tu en fasses le portrait. De Jean Doisy, en fait, je pense que ce qui est... Personnage quand même étonnant, atypique, singulier. Et tout est singulier. Comment un communiste s'entend avec une famille très catholique pour faire un journal, c'est déjà très étrange. En fait, ils s'aimaient bien, visiblement, et qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Alors, je me suis longtemps posé la question. Il se trouve, et je reviens encore à Madeleine Riffaut, mais je vous en parlerai pas trop, je vous promets, que Madeleine, elle est l'exemple même, c'est-à-dire qu'elle est la réunion entre Jean Doisy et les Dupuis, parce qu'elle est à la fois communiste, en tout cas elle l'a été quand elle a vu les problèmes staliniens, puisqu'elle était très proche d'un monsieur qui s'appelait Pierre Dex, elle a été mariée avec lui et qui était le bras droit de Tillon au moment de son procès communisme. Ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il qu'elle a été ça, comme un mouvement de jeunesse du communisme, et en même temps elle est aussi très religieuse, très catholique, comme sa maman et sa grand-mère. Et donc, il y a ce mélange, en fait, entre le communisme et le catholicisme, en tout cas la religion, qui sont finalement à la base, si on exclut les rituels, quand même des deux choses qui sont faites pour aider les plus faibles. Et donc, je pense que c'est sur ces valeurs-là qu'ils se sont reconnus. Et c'est très intéressant. Je pense que Doisy, il a écrit des textes. Bon, là, dans le Code d'honneur, il y en a un qui dit... un ADS, un ami de Spirou, doit être fidèle à son pays et à Dieu. Oui. Voilà, donc c'est assez bizarre du côté très patriotique. Voilà, mais le patriotisme, alors, pour revenir encore à Madeleine, il y a plusieurs patriotismes. Madeleine dit, et on donne d'ailleurs une définition de Jean Dupuis du patriotisme dans cet album, mais Madeleine dit qu'il a été anticolonialiste. Elle dit par exemple, le patriotisme, pour moi, c'était d'être anticolonialiste, c'était que la France ne se comporte pas dans d'autres pays comme les nazis se sont comportés chez nous. Donc le patriotisme ne peut pas être juste donné du côté de l'extrême droite. En fait, il y a aussi, il y a aussi un patriotisme qui est différent et qu'on entend moins parler. Donc c'est intéressant d'en parler, je pense. Dans un maximum de bandes dessinées aussi pour que le mot il soit pas confisqué. Donc voilà. Tout à fait. Et voilà, donc moi, pour ce qui est de Jean Doisy, ça a été mon premier questionnement vraiment. Et puis le deuxième, c'était ce dont on parlait tout à l'heure, ce mélange de fierté et de tristesse, c'est-à-dire d'être quand même content que les jeunes qu'il avait entre guillemets éduqués prennent des risques pour entrer dans la résistance, et en même temps, ça entraîne forcément la mort de quelques-uns. Et ça a créé un sentiment très ambivalent, mais il était très ambivalent de toute façon. Hein, la bande dessinée, elle commence aussi. En même temps, je trouve, permets-moi de t'interrompre, que les photos de lui, on montre un homme extrêmement charismatique, assez beau. Il y a quelque chose dans son visage d'élégant, de déterminé, de gentil, de bienveillant. Même les photos de lui, en tout cas dans l'expo ou en tout cas dans les livres, nous montrent un personnage
très à la fois flegmatique, mais d'une gentillesse incroyable. Et effectivement, d'une grande beauté. C'est un type assez avec une belle prestance quand même. C'est un personnage comme ça qui par sa... même par sa gestuelle, les photos où on le voit, toujours, il a quelque chose de... Il inspire quelque chose, il est charismatique, je trouve. Je dis ça vraiment en ayant regardé les quelques 5-6 photos. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne un peu sur sa personnalité. Et c'est vrai qu'on le décrive aussi. Il avait une formule qui disait, en gros, les lettres de noblesse ne s'écrivent pas en lettres d'or sur des cartes de visite. Donc, c'était un homme qui était droit, vraiment intègre, il y a un précepte du Code d'honneur qui lui correspond vraiment. Il dit « Un ami de Spirou est toujours du côté du plus faible ». Oui. Et ça c'est Jean Doisy. Il y a 1000 exemples dans sa carrière de journaliste, dans son action politique, dans sa vie quotidienne, qui montrent à quel point c'était quelqu'un qui était du côté du plus faible et qui... c'était pas une posture, c'était... on nous a raconté dans sa famille que, par exemple... Quand tous les jeudis, je crois, c'était une journée table ouverte où il revenait à la maison avec une personne qui était un réfugié, un exilé, etc. La personne était assurée de pouvoir manger, dormir. Et il disait à son épouse qu'une fois par semaine, eux aussi avaient droit à la chaleur d'un foyer. Et on nous a rapporté aussi, par exemple, que très souvent, il revenait avec des personnes qui étaient sans famille, sans abri, et qu'il les hébergeait. Donc c'est quelque chose qu'il mettait en pratique dans sa vie privée. Dans sa vie politique, on le voit, il est vraiment du côté du plus faible. Il a fait partie de 1000 organisations antifascistes. Et dans sa vie de journaliste, dans le Moustique, par exemple, il a tenu une rubrique qui s'appelait l'entraide sans filiste, et qui était une espèce d'appel aux dons pour les lecteurs. Il faut qu'on resitue peut-être pour les ceux qui ne savent pas. Le Moustique, c'était une des 3 revues des éditions Dupuis, qui était une revue d'actualité. Et donc, cette rubrique... Revue piquante. Oui, revue piquante, comme la piqûre du moustique. Et donc, dans cette rubrique-là, il faisait des appels aux dons pour que les gens envoient de l'argent. Et avec cet argent-là, ils pouvaient acheter un poste de radio à des personnes qui n'en avaient pas les moyens. Et c'était des personnes qui, en général, étaient très démunies, isolées. Et cette radio était un lien pour elles entre le monde et leur maison. Donc voilà, et des exemples comme ça de Jean Doisy, il y en avait plein. Donc il était très charismatique, c'était quelqu'un qui adorait les joutes verbales aussi, qui avait un sens de la rhétorique vraiment très aigu. Sa famille nous a raconté quelques anecdotes très savoureuses. Allez, une anecdote là, parmi tant d'autres. Une anecdote parmi tant d'autres, une qui me vient sur le comment dire, politique. C'est justement le fils de André Moons qui nous l'a rapporté, donc le fils du marionnettiste, où Jean Doisy était en visite dans la famille du marionnettiste et le sujet était la politique. Et il n'a pas su nous dire quel était le sujet de la politique, mais ça a vraiment monté très, très, très fort. Et Jean Doisy est parti, a claqué la porte, est monté dans sa voiture, a démarré sur les chapeaux de roue. Il était complètement transporté par les idées qu'il portait. Et là, il n'avait pas réussi à convaincre son interlocuteur. Ils en ont parlé. Oui, c'est ça. L'affaire Dreyfus. mais voilà, c'était quelqu'un qui adorait le débat et qui était aussi... on voit ainsi, il a réussi à motiver autant les lecteurs du journal de Spirou, à les embarquer dans cette drôle d'aventure et à les mobiliser. C'est parce qu'il avait une façon de s'adresser à eux qui était extraordinaire. Et on a retrouvé une interview de lui en 1938 où il parle de comment on doit s'adresser à des enfants. Comment il avait déjà, dès en 1938, il le dit clairement, il dit il faut qu'on arrête de s'adresser à des enfants comme à des imbéciles. Voilà. Et ça, c'est quand même une vision moderne qui est à mettre aussi à son honneur. Moi, c'est un homme qui me fascine. Voilà, c'est un secret pour personne. Et je suis très contente que, justement, Jean-David ait perçu les mêmes choses que nous et qu'il
puisse le mettre en valeur à travers les amis de Spirou, entre autres. Une toute petite anecdote sur lui qui est marrante et qui commence presque la bande dessinée, c'est qu'il ne veut pas de curé chez lui. Mais un de ses amis est un curé, donc en fait le curé n'entre pas chez lui, mais ils vont discuter dans le jardin. Donc ça c'est vraiment comme ça. Il n'est pas vraiment chez lui, mais voilà. Mais c'est son ami quand même. Voilà. Oui, quand le curé passait dans la rue, d'ailleurs, il faisait croix pour l'attirer dans son jardin. Voilà, on est vraiment dans donc Amio, Pépone. C'est ça, oui, tout à fait. La dernière partie de la conférence, j'aimerais qu'on se concentre sur l'idée que effectivement, on est dans la bande dessinée. On est dans la bande dessinée, on est avec Spirou et on parle de choses graves, mais en même temps, on se sert de la bande dessinée comme un véhicule pour les jeunes. Et effectivement, comme disait Jean Doisy, on ne prend pas les jeunes pour des imbéciles. Et je trouve que c'est très important qu'on puisse parler de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, d'Auschwitz, en plongeant à travers la lecture d'un médium tel que la bande dessinée. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui nous réunit tous ce soir. Et justement, la question, Émile, c'est comment on peut se servir de la bande dessinée, médium pour enfants, pour parler de choses graves, sans pourtant qu'il y ait de déperdition. C'est marrant cette question, on me la pose souvent et... Eh ben, tu n'y as pas échappé. Non, mais... Et à chaque fois, j'ai une réponse, mais une nouvelle réponse. Mais alors, qu'est-ce que je... Comment dire? Moi, de toute façon, en fait, j'ai un rapport à l'enfance qui est assez clair. Moi, je dis souvent, je suis resté en fait dans mon enfance. Je m'en souviens très bien. Enfin, je me souviens tellement bien de mon enfance que bah voilà, j'ai l'impression que c'était hier et je me souviens bien des sentiments que j'avais en fait quand j'étais enfant, de ce que je pensais, comment je voyais les choses et comment je voyais ce monde d'adulte. Mais quand même, comme je dis souvent, ce monde m'intéressait, je voulais le comprendre. Et j'ai compris qu'il n'y avait absolument rien à comprendre parce que, en fait, c'est vrai que quand j'étais petit, on me disait tout le temps, mais tu comprendras ça plus tard, oh, mais tu nous embêtes avec tes questions, tout ça, bon, bref. Et tu verras. Et en fait, j'ai rien vu, il n'y a absolument rien à voir. C'est vraiment la même. Je sais pas, enfin, on n'est pas fini, hein, comme je dis souvent. Enfin, on est vraiment tous, on vit pas dans un monde d'adultes, on vit dans un monde d'adolescents attardés. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes-là, en fait, d'identité, de recherche, en fait, de puissance, de pouvoir. Voilà, il faut absolument montrer qu'on est le gars. Enfin, ça sent la testostérone, comme je dis souvent. Et que, bah, ça, finalement, c'est exactement. Enfin, on comprend ça, enfin, sans en avoir en fait ni les clés pour bien savoir, pour comprendre le fonctionnement de tout ça, mais on voit bien que ça dysfonctionne quand on est enfant. Et en fait, depuis l'enfance, on a envie de s'intéresser quand même. Enfin, on cherche à comprendre tout ça. Donc, finalement, si vous y réfléchissez 2 secondes, c'est pas très compliqué en fait. Avec un regard d'enfant, parler de notre monde, parce que bah moi, mon travail, il consiste en simplement en fait à répondre en fait aux questions que je me posais enfant aujourd'hui. Je me dis, ben voilà, j'essaye de faire des trucs en fait que j'aurais aimé lire quand j'étais enfant, parce que déjà je me posais ce genre de questions. Enfin, par exemple, là, on nous dit souvent, oui, enfin quand même parler de la guerre aux enfants, parler des camps et tout. Ben, c'est notre monde. Je suis désolé, ça fait partie de nous. Moi, quand j'étais petit, ce monde-là, je me le suis pris dans la gueule et j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé, quoi. Et ben, si on peut déjà apporter au travers en fait de la bande dessinée, parce que moi j'ai appris énormément avec la bande dessinée. Je dis souvent que, je sais pas, c'est presque grâce à la bande dessinée que j'ai appris à lire, à comprendre le monde, même au travers en fait de choses comme même Tintin. Vous voyez, c'est énorme Tintin, parce que souvent on dénigre souvent Hergé, et pour des bonnes raisons aussi, mais encore une fois, il faut replacer ça dans le contexte. Mais même avec un album comme Tintin au Congo, ce qui est terrible avec Tintin, c'est terrible, mais on comprend ce qu'est le colonialisme. Et ça, c'est hyper, c'est fort, quoi. Quand on est gamin, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben voilà, il nous projette en fait à cette époque. Quand il a fait l'Étoile mystérieuse, on comprend la collaboration, par exemple aussi. On comprend ce qui se passe en fait, quelle était la mentalité de l'époque. C'est fait pour les enfants, au travers en fait de l'image aussi, en fait, qui est quand même notre première écriture, comme je dis souvent. Au travers de ça,
un enfant, il a soif, il a soif de comprendre, de compréhension, il a soif de savoir, et ben c'est justement le meilleur moment pour lui inculquer tout ça, quoi. C'est exactement ce que Jean Doisy en fait fait sous le manteau du théâtre des Farfadets. Il faisait des choses extrêmement fortes et courageuses. Il sauvait des juifs, il menait la résistance. La bande dessinée, sous son apparence d'illustré pour enfants et sous cette étiquette qui a été méprisée longtemps, puisque la bande dessinée a été considérée comme on disait que c'était des petits Mickey. C'est parce que vous vivez dans un monde d'adolescents attardés. Les adolescents méprisent les enfants parce qu'ils veulent se sortir de l'enfance. C'est simplement ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais c'est vrai que c'est ça, non, Jean-David? Oui, puis en plus, je pense que la bande dessinée a cet avantage qu'a priori, on lit pas une bande dessinée quand on est forcé. Si on doit lire un livre d'histoire à l'école, si on doit lire autre chose. Même un roman, moi j'ai lu des romans que j'avais pas lus à l'école parce qu'on voulait me forcer à le lire. Je les ai lus plus tard. Je me suis dit c'est vrai que c'était bien, mais à l'école je l'ai pas lu. J'ai recopié les résumés sur mes copains. mais donc on lit pas une BD avec cet a priori là. Donc on est ouvert. Et donc c'est aussi ce moment-là où on peut mieux intégrer ce qu'on nous raconte. Donc ça vaut le coup aussi d'essayer de raconter, pas forcément des messages, mais en tout cas de donner des pistes de réflexion aux gens en même temps qu'on raconte une histoire rigolote. L'un n'empêche pas l'autre. Et moi aussi j'ai appris beaucoup de choses dans les bandes dessinées. Si je me souviens des 7 vies de l'épervier qui voilà, sur Louis XIII, j'ai voulu savoir ce que c'était Louis XIII, donc j'ai lu des livres d'histoire, etc. Aujourd'hui c'est encore mieux, on a des téléphones portables, on peut s'en servir aussi pour être intelligent, donc c'est pas mal non plus, quoi. Donc voilà, en lisant, on peut faire une recherche pour savoir ce qui s'est passé. Donc c'est pas vraiment un premier accès. Moi je continue à en lire autant et j'apprends toujours autant de choses dans la bande dessinée. Si les auteurs font bien leur taf, et j'en connais quand même une grande majorité qui font bien leur taf, il y a beaucoup de niveaux de lecture dans la bande dessinée et c'est ça qui est formidable. En fait, on lit ce qu'on a envie. C'est comme dans l'expo ici, il y a des choses pour les grands et il y a un niveau aussi pour les enfants. Et puis plus ils vont grandir, plus ils vont avoir accès à des choses et comprendre. Comme moi j'ai compris, par exemple, on revient aux chansons de Lavilliers, des paroles que je comprenais pas à 10 ans, que j'ai commencé à comprendre à 20 ans, et en grandissant, finalement, je comprends la profondeur de ces paroles-là. Donc voilà, la bande dessinée, enfin bon, c'est fabuleux, c'est pas, c'est logique que je le dise, mais je le pense vraiment. Il faut quand même le dire. Et puis c'est vrai, parlons de Maus aussi, d'Art Spiegelman. J'allais en parler justement. Voilà. Pour moi, je pense que c'est la première. Je dis souvent que c'est la première BD pour adultes que j'ai lue parce que les enfants peuvent la lire aussi. Oui. Et c'est ça en fait, parce que pour moi, c'est ma définition du monde adulte, c'est renouer avec son enfance, parce que justement on n'a plus rien à prouver. Et ben quand on lit une BD pareille, et pourtant voilà, là on parle, là on est à Auschwitz, là on parle vraiment de l'extermination. Et ben il a eu, grâce à cette bande dessinée, vous voyez, il y a quand même un truc très intelligent, c'est de zoomorphiser les personnages, et parce que les enfants comprennent le rapport entre un chat et une souris. Et ça, tout de suite, ça parle à tout le monde. Et en plus, en zoomorphisant, et en simplifiant, en ayant ce dessin en plus très charbonneux qui correspond bien au thème, et avec un dessin assez simple, on peut montrer même l'horreur en fait, parce que c'est à nous aussi de compléter ce dessin qui a l'air simple, mais il l'est pas. Il y a beaucoup d'expressions, il y a exactement ce qu'il faut en fait. Et pour parler de ça, à travers l'image, il fallait ce dessin-là. Et ça, c'est fantastique, ça, c'est ça la bande dessinée. Et vous voyez, et un enfant peut voir ces images, parce que même quand on dessine, je parle souvent de cette case qui m'a vraiment troublé aussi, où on voit cette fosse, où on voit des rats brûlés. Il faut s'imaginer, en fait, voilà, c'est à nous de faire en fait ce travail, en fait, d'imaginer que ce ne sont pas des rats mais des hommes, pas des humains. Et là, on se dit, c'est quand même possible de montrer ça, quoi. Et c'est impactant. Avait le même, Calvo, la même réflexion, finalement. La bête est morte. Oui, mais Calvo, il a juste. Il y a un autre problème. Enfin bon, on va pas parler de ça, c'est un autre sujet. Mais bon, c'est le fait en fait de remplacer vraiment les hommes par des animaux, et puis montrant que c'est par race animale, tout ça, c'est un peu curieux. Enfin bon, vous me direz, dans Maus, Spiegelman, il a aussi montré par pays en fait, mais tout ça est un petit peu plus... Et puis effectivement, entre-temps aussi, dans Maus, il y a aussi un père et un fils. Un père qui veut faire parler, un fils qui veut faire parler un père. Donc il y a une autre quête, il y a une double quête. Donc c'est assez fort. Je voudrais utiliser peut-être le dernier quart d'heure en m'adressant à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser
à nos invités. Et faire circuler le micro si vous en avez envie. N'ayez pas peur, ils ne vont pas vous manger. On devrait faire comme Ginette Kolinka, c'est-à-dire arriver avec des sucettes et dire les 3 premiers qui osent poser une question ont une sucette. Elle le fait toujours, ça marche à mort et j'oublie toujours les sucettes. Bon, oui, c'est une question à propos d'une façon générale. Je suis en train de lire, en fait, de découvrir les 4 parties. J'en ai lu 2 en tant qu'adulte, aussi en tant qu'ancienne prof. Donc, c'était intéressant de se poser la question comment raconter toute cette histoire de la Shoah à hauteur d'enfants, à hauteur d'élèves, quelle classe. D'ailleurs, évidemment, je me pose toujours la question, mais quel âge il peut bien avoir Spirou voilà, parce que j'essaye de voir par rapport, j'étais prof longtemps en collège, de voir à peu près quelle tranche d'âge qui pourrait s'identifier les élèves à Spirou. Enfin, ça, c'est une chose. J'ai une autre question, non pas comme témoignage de prof, mais sur le personnage qui m'a beaucoup amusé, parce qu'il est tellement grotesque, c'est le curé qui s'appelle le Père André. Hein, et alors, comme vous avez parlé je ne savais pas que dans la famille Dupuis était axée sur le catholicisme, que apparemment Doisy était communiste, mais aussi était anti-curé. Donc, je voulais savoir quelle était votre intention en installant ce personnage grotesque et tellement antipathique et marrant. Et est-ce que ça correspond à un état d'esprit du catholicisme belge à l'époque ? Ou bien est-ce que c'était un clin d'œil par rapport à l'anticléricalisme de Doisy ? Enfin bref, qu'est-ce qu'il fait là et comment il fait contrepoint à un autre qui est sympa, qui est l'autre curé, Jean-Baptiste, je crois, oui. Si je ne me trompe pas. Voilà. C'est ça. Jean-Baptiste, c'est Spirou, en fait. C'est Spirou, Jean-Baptiste. C'est le Père André, je crois, oui, qui est gentil. Voilà. Attendez, non, c'est le Père Philippe qui est gentil, oui, et le Père André qui est méchant. Voilà. C'est André, c'est ça. Non, en fait, mon point de vue, c'est toujours ça, c'est replacer ça dans le contexte. Et à l'époque, le catholicisme en Belgique, c'était dur, quoi. C'était plus, pour moi, ce Père André, c'est plus l'abbé Valaise. Je ne sais pas si vous voyez. Wallace, je ne sais pas comment on prononce. Wallace, ce qui était en fait celui qui a chapeauté Hergé, en fait, qui l'a fait travailler au petit 20e et qui lui a fait faire le Tintin chez les Soviets. Tintin chez les Soviets, vous voyez, en fait, c'est cet esprit ultra réactionnaire qu'il y avait en fait dans un catholicisme d'extrême droite, vraiment antisémite. Enfin, c'est la vieille école, quoi. Et de l'autre côté, je voulais montrer, pour ne pas sombrer dans un manichéisme, que c'était pas que ça. Il y avait aussi ces prêtres, en fait, qui étaient un peu des prêtres ouvriers, ce qu'on appelait des prêtres ouvriers, tout ça, enfin des gens un petit peu plus ouverts d'esprit, et que c'est pas que ça non plus, en fait, le catholicisme. Mais il y en avait une belle proportion quand même. C'était on était au milieu du XXe siècle. Vu tous les combats qu'il y a eu au début la fin du 19e et au début du 20e siècle. D'autant plus qu'il y a beaucoup, en fait, de catholiques, en fait, d'ecclésiastiques et catholiques, en fait, qui ont fui même la France quand il y a eu, en fait, en 1905, excusez-moi, voilà, la séparation de l'Église et de l'État, les pires sont partis se réfugier en Belgique. Donc là-bas, c'était un nid de vraiment. Oui, puis voilà. Moi, je suis d'origine espagnole. En plus, vous voyez, quand je vais en Espagne, il y en a quelques-uns encore comme ça. Voilà. Enfin, il y en avait. Quand j'étais enfant, j'en voyais des fois. J'avais des amis qui étaient dans les collèges catholiques. On avait l'impression, en fait, qu'on était à une autre époque, quoi. Puis après aussi, tous les gens autour de moi en France, qui ont grandi dans des écoles catholiques, mais à un autre âge aussi, en fait, des parents d'amis, tout ça, qui ont été traumatisés. Enfin, bon, voilà, c'est une représentation de ces gens-là. Mais bon, encore une fois, oui, ça existait, quoi. Donc il fallait en parler. Enfin, parce que j'avais l'impression que d'ailleurs on n'en parlait pas, quoi. Non, à cette époque-là, on ne parlait absolument pas de tous ces excès, en fait. Donc voilà. Encore une fois, c'est une réalité, quoi, de l'époque. Et puis, comme vous dites, moi, ça me fait rire, en fait, ces extrêmes
Bon, il y a un côté grotesque qui est tellement absurde, mais bon, ça fonctionne toujours de la même façon. Et voilà, qu'est-ce qu'on y peut, quoi. Et pardon. Là, pardon. L'âge de Spirou. Ah, l'âge de Spirou. Bah, là aussi, c'est comme si vous me demandiez l'âge de Tintin, j'en sais trop rien. On ne sait pas trop quel âge il a. Et c'est ça qui est important, je pense, parce que c'est un défini. Et comme ça, on peut vraiment s'identifier. On ne sait pas, enfin, c'est un enfant. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas adulte encore, enfin, sachant que la majorité en Belgique à cette époque-là, enfin, c'était comme en France, c'était 21 ans. Bon, donc jusqu'à la fin de la guerre, il part pas au stéo. Mais bon, on peut supposer qu'au début de mon histoire, il doit avoir 14-15 ans, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Tintin. Oui, enfin, Tintin, il a déjà un métier, donc il est déjà journaliste dès le départ. Hergé avait dit qu'il avait à peu près 14 ans. Oui, bah, voilà. 13-14. Bon, en tout cas, ce que je trouve génial dans ce Spirou-là, dans le tien, c'est que c'est le premier qui a où Spirou a quand même un âge, même si on ne sait pas exactement lequel, parce qu'avant, il est... et encore aujourd'hui, dans la série principale, il est sans âge, il est immortel en fait, il traverse les époques toujours au même âge. Et là, finalement, d'une certaine manière, c'est presque un pas de côté, on va dire, mais sur Spirou, parce que d'un coup, il est vraiment plongé dans une époque et on a l'impression qu'il va vieillir avec l'époque. Tu pourrais le faire vieillir en fait, finalement. Et ça, c'est intéressant. Bah, je te remercie, mais c'est surtout en fait que ce que je voulais, c'était de montrer en fait la construction d'un enfant. Donc voilà, il fallait montrer en fait cet âge, cette adolescence, cette préadolescence, cette adolescence en fait, fallait la marquer un petit peu quoi. Mais et puis c'est surtout qu'en fait, encore une fois, c'est l'avant Spirou, c'est Spirou aventurier. Donc c'est un enfant déjà. Et puis aussi c'est de le placer dans ce contexte en tant qu'enfant, avec sa candeur, son ignorance du monde, quoi. Un petit peu comme... c'est pour rappeler, parce que bien souvent, en fait, les gens qui lisent cette histoire, souvent, justement, se disent... ont parfois du mal parce qu'ils trouvent que, par exemple, que Fantasio est un collaborateur, ils choisissent pas réellement leur camp, enfin, qu'est-ce qui se passe et moi, c'est pour rappeler au travers du regard de cet enfant, de Spirou, que c'était le cas à l'époque, que personne ne savait ce qui allait se passer, quoi, encore une fois. Et ça, c'est très important. Replacer toujours dans le contexte. Que, voilà, quoi, qu'en 1940, un Fantasio qui part travailler en Allemagne, c'est pas du tout un collabo. C'est ce qui se passait. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties travailler en Allemagne et ça posait aucun problème à cette époque-là. Et personne ne les a traités de collabos. Voilà, c'est avec le recul. Moi, j'en connais. En 40, c'est un peu tôt. Quand tout le monde pensait que l'Allemagne allait gagner la guerre et qu'il fallait croûter, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y avait eu, en plus en France, par exemple, il y a eu le côté, l'histoire de la relève, où pour 3 ouvriers qui partaient en Allemagne, on libérait un prisonnier français, ce genre de choses qui encourageaient en fait, à faire ça. Mais c'était pas du tout vu en fait encore comme de la collaboration. Il y avait... En fait, ça a été vu comme de la collaboration à la Libération, bien entendu, parce qu'ils avaient été chez les Boches. C'est ça surtout. C'est-à-dire qu'en fait, aller bosser en fait dans une ferme en Allemagne, c'était plus grave que de travailler dans les usines Renault qui fabriquaient des camions et des chars en fait pour l'Allemagne. Alors que là, on est vraiment dans l'armement, on est dans la collaboration comme incroyable. Mais bon, on était en France et on était ouvriers et voilà quoi, sans réellement se rendre compte qu'on travaillait là activement en fait pour le régime nazi, quoi. Bon, aujourd'hui c'est amusant de voir ça, mais à l'époque, voilà, personne ne... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a 2 grands courants de la France à cette époque-là. Là, je parle vraiment pour la France, je connais moins bien la Belgique, mais il y a qui sont nés de la fin de la Première Guerre mondiale, qui disaient qu'ils voulaient plus de guerre. Hein. Donc il y a les pacifistes intégraux, et les pacifistes intégraux ont jamais plus voulu de guerre. Et donc c'était un courant fort quand même politique. Hein, de la France, dont faisait partie le papa de Madeleine Riffaut et d'autres gens. Et puis il y a eu la guerre d'Espagne. Et au moment de la guerre d'Espagne, il y a tous ces gens qui étaient pacifistes intégraux et qui voulaient plus de la guerre, ils se sont séparés en fait, en 2. Il y en a qui ont dit on veut plus de la guerre, mais si on veut la paix, il va falloir quand même faire la guerre aux nazis. Et il y en a qui ont dit nous on veut pas la guerre et on va continuer à refuser la guerre. Et il y a une grande partie de ces pacifistes intégraux, des socialistes ou des gens comme ça qui étaient quand même anti-guerre, etc., qui sont devenus des collaborateurs. Et effectivement, on les a qualifiés de collaborateurs à la fin de la guerre. Mais ces 2 courants-là, ils sont hyper forts chez les communistes, ils sont hyper forts dans pas mal de choses, et c'est un courant de fond de la société française.
Et donc je pense, en tout cas, moi j'en savais rien avant que Madeleine me raconte tout ça. Hein. J'ai découvert beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, puisque elle était chez une dame qui s'appelait en plus Madame Maréchal, à Amiens, et qui elle était une ancienne amie de son père, et ils se sont séparés tous les deux, voilà. Et donc elle faisait des tartes aux Allemands, et son père il voulait leur en donner. Voilà. Donc en fait ils étaient vraiment déjà dans un contexte politique compliqué, mais effectivement, ça s'appelait pas de la collaboration, c'était autre chose, c'était vraiment, c'était des courants politiques finalement qui se sont affrontés, mais partant de la même idée, et c'est ça qui est vachement intéressant. Et donc on disait aussi, Pétain, les soldats de la Première Guerre mondiale l'aimaient bien, c'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir. Le père de Madeleine, qui était blessé de guerre, qui avait la jambe en charpie, il détestait déjà Pétain, il l'appelait le maréchal du Cono. Donc il y avait quand même déjà des gens qui le sentaient. Je ne dis pas qu'ils avaient raison ou qu'ils avaient tort, je ne fais pas de jugement, je comprends les deux démarches, mais il y avait ça quand même, ce mouvement de fond. Mais ça existait évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens, ont été complètement apolitiques, et voilà quoi, ils ont subi, et puis que surtout en fait, moi, c'est ce que vous racontent en fait tous les témoins de l'époque, il fallait juste survivre, hein. C'est avant tout ça quoi, et donc il fallait travailler, manger, enfin voilà quoi. Non, je dis juste parce que je viens de le lire. Donc, oui, bien sûr. Je me rappelle de l'indignation de Spirou bien sûr. En voyant Fantasio dans le train. Il dit que comment que tu vas travailler en Allemagne, c'est pas possible, descends tout de suite, etc. Quoi. Bien sûr, parce que là c'était pour montrer. Il était mieux que la moyenne. Bah oui, mais c'est Spirou, c'est un exemple. Et c'est sa sensibilité, vous voyez. C'est ça aussi qu'il faut montrer en fait. C'est la sensibilité d'un enfant peut être vraiment plus pointue que celle d'un adulte en fait, et c'était de montrer toujours en fait dans mon discours en fait entre l'enfance et le monde adulte et l'adolescence en fait, montrer qu'on peut être un enfant et être vraiment très sensible, et qu'il y ait des choses en fait qui ne passent pas quoi, même à cette époque-là quoi. Et c'est beau parce qu'il y a un documentaire, vous l'avez vu ou pas, je sais pas, il est pas très connu, mais qui s'appelle Faire quelque chose, et il s'appelle pas comme ça par hasard, c'est-à-dire que c'est le mot qui revient dans à peu près, c'est quelqu'un qui est allé filmer les résistants quelques années après, longtemps après pour savoir, et en fait le mot revient toujours dans la bouche des gens. La phrase, c'est faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Ils savaient pas quoi, ils s'indignaient, ils voyaient bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Il y en a qui ont commencé en 40 en défilant sur les Champs-Élysées, voilà. Mais en fait, il fallait faire quelque chose. Ils savaient vraiment, ils ont inventé la résistance tous ensemble parce que justement, ils se sont indignés. Et Spirou, c'est ça aussi. Donc, et ça, ils n'ont pas pu résister à ce mouvement de faire quelque chose. Il y en a beaucoup qui sont morts pour ça. Oui, mais d'abord il y a eu quand même un choc, ce choc en fait de la défaite en fait, de l'invasion en fait nazie, et ça crée un tel choc que tout le monde est dans la sidération, et il faut un temps en fait pour prendre du recul et se révolter, et il faut aussi une pression de l'occupant de plus en plus grande aussi pour ne plus tenir en place quoi. Alors, y a-t-il une dernière question? Oui. Bonjour, merci d'abord pour cet échange. Moi, j'avais une question. Vous expliquiez que il y avait un vrai travail documentaire pour la réalisation de ces 4 tomes. Quand on est scénariste ou dessinateur de BD, et qu'on mélange la réalité avec la fiction, est-ce que on se considère quelque part comme un historien aussi, enfin voilà, la posture de l'historien, du passeur de mémoire, voilà. Historien dans le sens raconter des histoires en fait, ouais, c'est plutôt ça. mais en tout cas transmission, oui, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment ce que je vous disais, c'est parler à l'enfant que j'étais. Je pense que si je pense que ça m'intéressait, ça aurait pu m'intéresser enfant. Je pense que ça continue à intéresser les enfants d'aujourd'hui, mais en ce sens, oui. Après, jamais se prendre pour un historien, c'est pas le cas. Mais en tout cas, quand on fait de la recherche, moi je sais que j'ai eu besoin quand même d'être légitimé en fait, enfin adoubé par des historiens, enfin qui me disent ok c'est bon, on a lu, c'est bon, il y a pas d'erreur, tu peux y aller, enfin genre de truc. c'est important quand même ce genre de dire voilà, bon normalement ça devrait, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, ouais c'est bon, ok. Mais jamais, non, je suis pas historien. Mais en tout cas, j'aime raconter des histoires depuis toujours. Et le but je pense que quand on se documente beaucoup, comment dire, moi je m'intéresse à cette
période, en fait, depuis l'enfance, vraiment l'enfance. Donc, en fait, je pense qu'il y a une grosse partie qui est déjà très digérée, qui est digérée. Ensuite, on se documente sur des petits détails pour bien, c'est des réglages, mais c'est important de digérer déjà tout ça pour que ça ressorte avec pas mal de distance. C'est pas tout de suite, j'ai pas envie de montrer que je sais. Pour moi, c'est un acquis, en fait. Vous voyez, je dis souvent que c'est le fait d'avoir grandi en fait, avec des parents qui ont vécu cette période, tout ça. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir grandi dans les années 30, 40, parce que j'entendais des histoires qui se passaient à cette époque-là. Ton papa Oui, mon papa s'est battu pendant la guerre d'Espagne, a été républicain espagnol et il est venu se réfugier en France. Mais il a connu en fait tout ce chaos de cette époque et ça il me l'a transmis aussi de la même façon. Mais d'ailleurs il me l'a pas transmis de manière grave. Il a su toujours avoir du recul en fait pour montrer en fait qu'il avait justement essayé de survivre. Et donc, il n'a jamais cherché à être un héros. Et ça, c'est très important, en fait. Et comme il en riait pas mal, ça crée vraiment cette distance pour aborder, en fait, ce genre de sujet, en fait, au travers d'un personnage comme Spirou et Fantasio, à travers de ces personnages où il y a quand même un aspect humoristique, quand même, en fait. Il faut quand même sourire, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est une bonne approche. Moi, je parle tout le temps de cet exemple qui m'a construit aussi, c'est Charlie Chaplin. Il m'a apporté une conscience en fait sociale, du monde, même historique, et il l'a toujours fait avec humour. Et c'est ça en fait qui permet de mieux comprendre. Même, je pense que l'humour est un super outil pédagogique. Donc voilà. Alors c'est sur ce mot-là et sur le mot de transmission donc que s'achève cette conférence et je vous demande d'applaudir nos invités. Merci. Merci.